Bonjour, nous allons vous présenter notre vidéo sur la rémunération des dirigeants. Les dirigeants dans le monde. Hop, c'est quoi un dirigeant? Le dirigeant est une personne physique à la tête d'une entreprise. Il définit la stratégie de l'entreprise et encadre les différentes ressources économiques, financières et humaines. Le chef d'entreprise peut être le dirigeant fondateur de la société, c'est le cas de Michelin. Le dirigeant peut être aussi propriétaire de l'entreprise, sans l'avoir fondée, c'est le cas d'Hermès. Enfin, il peut être désigné par le conseil d'administration. Et c'est pour toutes ces raisons que le dirigeant est la personne la mieux rémunérée de toute l'entreprise. Mais tu le fais exprès? C'est quoi la rémunération? My bad. Alors, la rémunération des dirigeants. Tout d'abord, la prime de bienvenue, le Golden Halo. C'est un peu comparable à ce que reçoivent les joueurs de football quand ils changent de club. Puis il y a le salaire de base, celui que vous et moi on gagne au jour le jour, au mois le mois. Viennent ensuite les bonus, qui permettent de rémunérer un dirigeant en fonction de la qualité de son travail. Les Stock Options, qui permettent aux dirigeants d'acheter dans le futur des actions au prix d'aujourd'hui. Et les actions gratuites, qui sont des actions données aux dirigeants. Vient ensuite l'indemnité de rupture de contrat, négociée lors de la signature, aussi appelée parachute doré. La clause de non-concurrence, prime qui est versée au dirigeant lorsqu'il se fait remercier. La retraite chapeau, qui fidélise le dirigeant, plus il a de retraite. Viennent ensuite les jetons de présence, qui sont donnés aux membres du conseil d'administration pour qu'ils viennent assister aux réunions. Le split paiement, qui consiste à faire payer le dirigeant par une filiale à l'étranger pour améliorer la fiscalité. Et l'assurance vie, qui est un produit financier défiscalisé. Et puis, bon, les avantages en nature, petite voiture, appartement, femme de ménage. Mais sachez-le, le monde n'est pas rose. Ce graphique illustre les disparités entre les salariés et les dirigeants. On observe que les plus grandes disparités viennent de l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada, et en opposition on trouve des pays comme la Norvège, l'Autriche et la Pologne avec un faible écart dirigeant-employé moyen. Enfin, entre ces deux extrêmes se situent la France et le Royaume-Uni. Partons en voyage. En France comme en Allemagne, l'entreprise n'est pas seulement une machine à capital ou à gagner de l'argent. C'est avant tout une entité à vocation sociale. Son intérêt dépasse celle des actionnaires, de ses salariés, de l'État. C'est un intérêt global pour toute la société, l'intérêt général commun. Et non contents de partager une idéologie commune, les entreprises allemandes et françaises ont un autre point commun, c'est la rémunération de leurs dirigeants. En effet, le système de rémunération est similaire dans les deux pays. On y retrouve les mêmes failles, les mêmes abus, et selon le rapport Proxinvest, publié en 2011, la part de rémunération fixe des dirigeants français et allemands aurait augmenté de plus de 5% entre 2009 et 2010, sans que l'on constate la moindre justification économique d'une telle augmentation. L'origine de ces abus réside principalement dans l'absence d'indépendance des conseils d'administration vis-à-vis des dirigeants. Depuis 2 ans et en raison d'un nombre croissant d'abus, la France et l'Allemagne se sont engagés à mettre en place un système dit Say and Pay. Son but, donner davantage de pouvoir aux actionnaires en leur soumettant une rémunération pour les dirigeants et en la faisant voter lors de l'Assemblée générale annuelle. Allons faire un tour du côté des anglo-saxons. À l'inverse des entreprises franco-allemandes, les entreprises anglo-saxonnes ont un objectif différent. Le dirigeant est là pour créer de la valeur pour les actionnaires. Cette conception de l'objectif de l'entreprise va donc amener le dirigeant à être jugé sur sa production ainsi que sa capacité à réaliser des objectifs, et donc du bénéfice. Prenons la route vers le nord de l'Europe. Le modèle scandinave se caractérise par un esprit égalitaire. C'est donc dans cette logique qu'une partie importante des sociétés doit offrir à leurs dirigeants une rémunération inférieure à la moyenne internationale afin d'éviter les écarts entre les salaires les plus hauts et ceux les plus bas. À titre de comparaison, les cadres suédois les mieux payés vont gagner environ un tiers de ce que toucheraient les cadres allemands. Néanmoins, cela s'explique facilement par le système spécifique de la Scandinavie. Les entreprises s'y caractérisent par une presque absence de hiérarchie. Les salariés, eux, vont aussi participer à l'élaboration des stratégies. Ceci conclut notre chapitre sur les différentes mentalités concernant la rémunération des dirigeants dans le monde. Et la dit alors? Et los otros? On s'en fout. Ah, ok. Bon, c'est bien beau les généralités, mais en vrai, ça donne quoi? Certains abusent, Genre beaucoup. mais une nouvelle vague bouscule leur d'établi. Genre cool. Le bien contre le mal. Pour commencer, Angela Ahrendts, ancienne présidente de Burberry. Sous ses 8 ans à la direction de Burberry, le chiffre d'affaires a plus que triplé. C'est son expérience sur les marchés émergents qui a intéressé Tim Cook. Le CEO d'Apple a réussi à la déloger pour 73 millions de dollars. Tout d'abord, ils lui ont offert 37 millions de dollars pour compenser ce qu'elle aurait pu gagner chez Burberry. Ensuite viennent s'ajouter 33 millions de dollars de titres supplémentaires, 500 000 dollars de primes à la signature, 458 000 dollars pour ses frais de déménagement, et 324 000 dollars pour compenser les impôts qu'elle devra payer sur ce dernier versement. L'année de son recrutement, elle a donc gagné 8 fois plus que Tim Cook.
Bon, celui-ci n'est pas à plaindre car 2 ans auparavant, en 2011, il a gagné 400 millions de dollars. Martin Winterkorn, dirigeant de Volkswagen, est lui un employé modèle. Il a commencé en tant que chef d'assurance qualité pour le groupe. Il a été président du conseil d'administration de Audi. Il a été élu président de Seat et Lamborghini. Puis il est devenu PDG du groupe en 2007. Cette année, à la suite du scandale que nous connaissons, il quitte l'entreprise. Mais bon, il ne part pas les poches vides. Après ses derniers 15 millions d'euros de salaire en 2014, le dernier rapport financier annonce qu'il a légitimement droit à une retraite de 28,5 millions d'euros, quelles que soient les conditions de son départ. Et il pourra aussi, bien évidemment, conserver son véhicule de fonction. De plus, dans le cadre d'un départ négocié, il peut obtenir un chèque équivalent à 2 années de salaire, soit au moins 30 millions d'euros. Olivier Brandicourt, docteur en médecine spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, ainsi que dirigeant d'entreprise français, exercera pendant 13 ans des postes à responsabilité au sein de Pfizer. Depuis 2013, il est PDG de Bayer Healthcare et en 2015, il devient directeur général du groupe pharmaceutique Sanofi. Il a reçu 4 millions d'euros de bonus à l'arrivée, le Golden Hello, ce qui a outragé l'opinion publique française. Ça a même outragé Ségolène Royal. Elle a dit « Ce qu'il faudrait, c'est un peu d'autodiscipline dans la décadence des comportements. » Mais il ne faut pas oublier que 49% de ce revenu va revenir à l'État français. Parizeau, président du MEDEF, a même félicité Sanofi de convaincre Brandicourt, l'une des pointures mondiales, de revenir en France. Cependant, au cours des dernières années, certains patrons du CAC 40 ont renoncé à une petite partie de leur salaire lors de mauvais résultats financiers. Ce genre de décision est probablement une manière d'apaiser les tensions vis-à-vis des syndicats, des salariés et de l'opinion publique. C'est l'exemple de l'ancien dirigeant de PSA, Philippe Varin, qui, suite aux mauvais résultats de son entreprise, a renoncé à la part variable de son salaire, soit 3 millions d'euros. On peut quand même nuancer ça en disant que PSA a fait 5 milliards d'euros de pertes en 2011. Outre le fait de renoncer à sa part variable, il a aussi dû renoncer à sa retraite chapeau suite aux pressions syndicales et politiques. Le montant de cette retraite était de 21 millions d'euros, ce qui a été jugé inacceptable compte tenu de la situation économique de l'entreprise. Jacques Dorsey est devenu le CEO de Twitter le 5 octobre 2015. Bon, Twitter c'est pas nouveau pour lui parce qu'il était déjà le cofondateur. Il a décidé de donner à ses salariés un tiers de ses actions personnelles de Twitter. Ça correspond à 7 millions d'actions et donc 200 millions d'euros. C'est plus une prime qu'un salaire. Jacques Dorsey explique cette décision en précisant qu'il préfère avoir une plus petite partie de quelque chose de grand plutôt qu'une grande partie de quelque chose de petit. C'est pas la première fois que Jacques Dorsey donne ses actions personnelles. Il l'avait déjà fait pour l'entreprise Square. Il avait donné 20% de sa participation à la fondation Start Small Foundation dont le but est d'aider les créateurs et les artistes. On estime la valeur de ce don à 150 millions de dollars. Après, pour Twitter, on peut se demander si c'est plus de la générosité ou si c'est uniquement pour rassurer les employés. Effectivement, il vient d'annoncer un plan de licenciement touchant 8% des effectifs. L'exemple le plus marquant est celui de Dan Price, dirigeant de Gravity Payments, une start-up dans les terminaux de paiement par carte de crédit destinés aux commerçants. Dan Price a décidé que ses salariés devaient toucher le même salaire que lui. Il a donc décidé de fixer un salaire minimum de 70 000 $ pour tous ceux travaillant dans sa société. Il a donc réduit son salaire de 1 million de dollars à 70 000 $. Il a dû augmenter le salaire de 66 personnes, dont presque la moitié ont vu leur salaire doubler. Malgré la noblesse de cette décision, Dan Price a dû faire face à plusieurs problèmes. Dans un premier temps, certains de ses clients l'ont quitté estimant la décision trop politique. Dans un deuxième temps, sa directrice financière l'a quitté. Elle était pourtant favorable à l'initiative, mais elle a regretté que ceux qui sont plus talentueux et qui travaillent plus n'y ont rien gagné, alors que les autres ont gagné beaucoup plus. Et si ces quelques cas devenaient la généralité? La réduction des inégalités à travers la rémunération des grands patrons proviendra de 3 acteurs. Premièrement, le gouvernement à travers les lois, les actionnaires à travers leurs votes, et enfin les autres partenaires de l'entreprise. Depuis 2010 aux États-Unis, certaines entreprises sont tenues de faire voter l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise afin d'évaluer les performances des dirigeants. Ce test a lieu tous les 3 ans et est globalement considéré comme bénéfique. Cependant, il y a 2 points faibles majeurs. Premièrement, cette mesure n'est obligatoire que pour une partie restreinte des entreprises américaines. Deuxièmement, le résultat généré par cette mesure est purement indicatif. Un dirigeant peut donc être jugé peu, voire non efficace par l'ensemble de sa structure et recevoir le maximum de ce qu'il demande. Le Royaume-Uni dispose d'une politique similaire, mais qui est directement intégrée dans la loi. En cas de vote négatif de la part des parties prenantes de l'entreprise, le dirigeant se retrouve dans l'impossibilité de voir son modèle de rémunération augmenter. L'entreprise applique alors le dernier modèle de rémunération en date approuvé par ce système. Si l'efficacité de cette mesure est certes encourageante, sa nature purement publique la rend beaucoup moins significative. La Commission européenne souhaite répliquer de manière globale le principe d'évaluation du secteur public anglais, mais ne l'imposer qu'une fois tous les 3 ans. Le but étant d'établir une base d'évaluation commune et si possible de l'élargir au secteur privé. Mais ça c'est rien comparé aux Australiens avec leur politique de coût. Bang bang. Si le quart des actionnaires refuse le rapport de rémunération de l'entreprise 2 années d'affilée, cela déclenche un vote pour savoir si oui ou non on met tous les directeurs de le conseil d'administration à l'exception du gérant sur la sellette. En gros, ils doivent tous se faire réélire dans les 90 jours, sinon c'est la part. C'est l'une des législations les plus strictes du monde. Non seulement on donne la parole aux actionnaires,
mais leur donne aussi une belle arme. Aucun comité de direction ne veut recevoir un nom de la part des actionnaires, que ce soit un avertissement ou une sanction. Ça entacherait la relation avec les actionnaires, les salariés, et ça leur donnerait une mauvaise réputation auprès des clients et des fournisseurs si ça se faisait savoir. Ce qui est sûr, c'est que ça arrange tout le monde. Les actionnaires sont OK pour laisser carte blanche aux dirigeants sur leur rémunération quand les profits grimpent en flèche, mais quand ce n'est pas le cas, ils savent appuyer sur le frein. Nous avons donc vu à travers cet exposé que les écarts des rémunérations dépendent d'un savant mélange entre fiscalité, culture nationale et culture d'entreprise. Nous avons fait un tour du monde pour demander aux gens ce qu'ils estimeraient juste comme écart de salaire, puis nous l'avons confronté à la réalité. Created using Powtoon.